Bonjour à tous. Bon, bah voilà, comme vous pouvez le constater, pour l'instant, je suis tout seul. Ce qui n'est pas grave, on devrait quand même pas tarder à commencer ce live assez rapidement, sachant que Jerry ne sera pas avec moi dans l'immédiat et va essayer de prendre le live en cours pour des raisons personnelles. Il a un petit empêchement, donc voilà. Et j'ai Thierry Lozéa qui doit me rejoindre d'une seconde à l'autre. J'attends qu'il se connecte. Donc voilà, il l'était il y a quelques minutes et puis il a eu un coup de fil et il n'est pas revenu depuis. Donc voilà. Bon, en attendant, je vois quand même que vous avez déjà pas mal de questions euh, qui sont dans les commentaires et euh, qu'on va pouvoir poser à Thierry directement. Je pense que ça lui fera certainement plaisir de voir qu'on s'intéresse autant pour ces chocolats. Voilà, Grégory Duval, le meilleur chocolatier de la Caraïbe. Il y a des chances, disons qu'il y a des chances. Alors, il y en a d'autres, bien évidemment, hein. Mais effectivement, il fait partie des meilleurs que je connaisse, du moins personnellement. Voilà. Voilà, PO qui regrette de ne pas avoir pris des chocolats pour ramener au Canada. Bah, ça t'apprendra. Voilà, tu y penseras la prochaine fois. À quand l'association Un chocolat Lozéa et un rhum d'une distillerie fumante de la Martinique? Bah, ça, faudra lui demander directement à Thierry dès qu'il sera en ligne. Donc, on attend qu'il se connecte. Bonjour Isa, bonjour Rajiv. On voit que c'est quand même presque toujours les mêmes qui sont au rendez-vous, donc ça c'est plutôt cool. Ah, Damien qui est là également, ça fait plaisir. Voilà, donc on s'attend quand même à un live assez gourmand. Mikey, salut Mikey. On s'attend à un live assez gourmand quand même, donc j'espère que ça va donner faim à tout le monde, on verra bien. Bonjour à tous. Donc, espérons qu'il se connecte, parce que s'il ne se connecte pas, comment dire, bah, cette vidéo va tourner très court, hein. Donc voilà. Voilà. On va voir ça. Sinon, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end, toutes et tous, avec du rhum, très probablement. En attendant, tenez, vous n'avez qu'à me dire qu'est-ce que vous avez bu qu'est-ce que vous avez eu comme nouveauté récemment qui vous a ébloui. Enfin, pas forcément une nouveauté, mais comme rhum qui vous a fait plaisir, qui vous a un peu donné une claque là où vous vous avez dit, ah tiens, ça, c'est vraiment pas mal. Dites-le moi dans les commentaires, ça nous intéresse, sait-on jamais. Qui est prêt à acheter au moins 5 tablettes? Bah oui, c'est sûr. Donc on va attendre encore un peu. Bonjour à tous. Ah, donc je viens de recevoir un message. Il semblerait que Thierry Lozéa a des problèmes de connexion. Donc en direct de la Martinique, effectivement, c'est pas toujours évident en fonction. Est-ce qu'on a une nouvelle date pour un live avec Chantal Comte? Alors c'est en cours d'organisation. Maintenant après, par rapport à son agenda et le nôtre, qui est déjà pas mal pris, et également pour régler les problèmes de connexion qu'on a eu la dernière fois, c'était pas évident. On y a travaillé quand même pendant plusieurs heures. Et bah voilà, on essaye de régler tout ça et de reprogrammer ça assez rapidement, mais actuellement, nous n'avons pas encore fixé de date. Maxime qui nous dit qu'il a goûté le SBS Mauritius. Ah ouais. Et donc, ça t'a plu? Je t'avouerai que je ne l'ai pas goûté. Il faudra peut-être que je m'y mette. Je me suis pas trop intéressé à la gamme SBS, étrangement, ces derniers temps, même si je suis un peu le truc de loin. Mais j'avouerai ne pas en avoir goûté des masses. J'ai dû en goûter un ou deux. À voir maintenant ce que ça donne. Voilà. Je vois que Jerry regarde également en me disant que je n'ai pas de peau. Effectivement, merci Jerry. Merci de ta contribution. Ouais, décidément, avec ces histoires de live, ce n'est pas toujours gagné, comme vous pouvez le constater. C'est vraiment pas gagné parce que on repose un peu sur les connexions et sur les décalages horaires et sur la technique. Et puis voilà, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas toujours évident. Donc on a eu quelques soucis.
Voilà, comme avec Chantal Comte vendredi, comme on a eu avec Marc Sassier il y a un peu plus de 10 jours. Heureusement, on a pu reprogrammer tous ces lives directement et donc on arrive à faire ça assez rapidement et quand même arriver à terme euh, à poser nos questions et à poser vos questions également. Euh, D'ailleurs, je tenais à l'annoncer, les lives de la confrérie est un concept à la base qui était prévu que durant le confinement. Et vu le succès que ça a l'air d'avoir eu auprès de vous, on s'est demandé si on devait éventuellement garder ce concept ou pas, garder cette formule ou pas. Alors peut-être pas aussi régulièrement, de manière quotidienne, une fois que le déconfinement aura commencé, j'imagine qu'il y aura beaucoup moins de gens qui auront la possibilité de regarder. Et puis à un moment donné, il n'y a pas tout le monde qui a le temps non plus. Mais dites-nous d'ailleurs, ça nous intéresse également. Si vous voulez qu'on continue, on pourra peut-être le faire de manière occasionnelle, pourquoi pas. Faites-le nous savoir dans les commentaires et puis on verra bien si c'est une formule qu'on gardera ou pas en fonction de la demande. Voilà. Sinon, n'oubliez pas qu'il y a les replays aussi. Donc, tous les lives que vous avez vus depuis le début avec HBS, avec Alexandre Gabriel, sont visibles en replay sur YouTube. Ah, on a Thierry qui vient de se connecter. Il est avec nous dans quelques secondes. Et voilà, bonjour Thierry, comment vas-tu? Bonjour Benoît, ça va très bien. Je suis désolé pour ce décrochage, je n'ai pas compris pourquoi. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ça a l'air de marcher maintenant, donc on va en profiter. Donc je le répète, Thierry Lozéa, donc qui est avec nous de la chocolaterie Frères Lozéa, en direct de Martinique. Alors, Oui, on a déjà quelques questions qui sont tombées là pendant qu'on t'attendait, donc ça c'est plutôt bien. On va y répondre dans quelques instants. Après, avant de commencer ce direct, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être, nous expliquer ce que tu fais? ok, alors bon, je suis Thierry Lozéa, j'ai 51 ans, je suis le créateur, fondateur de la chocolaterie Frère Lozéa. On existe maintenant depuis bientôt 16 ans, avec, je dirais, un rayonnement surtout sur Martinique, Guadeloupe, Saint-Barth. Et bien sûr, un peu sur Paris, chez Christian de Montaguer également. On sait, bon, notre philosophie, c'est vraiment de développer les saveurs de la Caraïbe au travers de nos chocolats, de nos pâtes de fruits. Donc, on a développé effectivement plusieurs gammes de produits. Donc, chocolat en bonbons de chocolat, donc les petits carrés hein, de 10 grammes, bonbons de chocolat, tablettes également, chocolat à boire, les pâtes de fruits. De temps en temps, on a des guimauves aussi. Bon, c'est une gamme qui n'est pas vraiment très stabilisée chez nous. On a aussi une petite gamme d'alcool avec deux alcools qui Oui, sont le Schroff l'Icao. oui. Donc l'Icao qui est une liqueur cacao, hein, voilà, comme son nom l'indique. Et puis on a développé depuis peu aussi une petite gamme de cosmétiques parce qu'on voulait avoir autant le chocolat qui se mange, le chocolat qui se boit et le chocolat qui se porte. Voilà, donc sentir bon le chocolat, puisque effectivement, quand on rentre dans notre magasin, la première chose que les gens disent, ça sent bon. Voilà, et Ouais. ils ne repartent jamais avec l'odeur, ils repartent tous avec le chocolat. Donc on a créé aussi l'émotion olfactive avec le chocolat qui se porte. Voilà. Donc ça, c'est sous forme d'eau de parfum, si je ne me trompe pas. Une autre et un baume. Voilà. Ouais, Un donc, baume gourmand. et qu'on trouve sous le nom d'Ichali. Tout à fait. Ce Oui, nom d'Ishali, qui est effectivement qui est le jardin amérindien. d'accord. Il me semble qu'à un moment donné, vous avez fait des glaces aussi, non? Alors, on fait des glaces, mais en partenariat avec un glacier. Parce qu'on n'a pas la technologie glace, donc on travaillait les glaces avec un glacier. Maintenant, ce n'est pas une gamme que l'on a effectivement en permanence chez nous. Mhm. On l'a fait de temps en temps. C'est plus pour le fun, le côté, voilà, on le fait surtout pendant les grandes vacances, juillet, août, septembre. Vraiment, c'est pour le côté fun, voilà, du produit. Alors, c'est très intéressant pour moi, pour le coup, parce que j'avoue que personnellement, je suis grand fan de vos produits. Donc, ça me fait Oui. plaisir. Et je me posais la question, justement, enfin, sûrement comme beaucoup de gens, d'où vous est venue l'idée, en fait, de créer des pâtes de fruits et des chocolats avec des saveurs euh,
que ne connaît pas forcément le grand public, du moins en métropole. C'est-à-dire que quand on achète une boîte de chocolat Lozea chez Christian de Montaguer, par exemple, on tombe souvent sur des parfums qu'on n'a pas l'habitude de goûter dans des chocolats ici. Comment est venue cette idée? Écoute, c'était exactement cela. C'est une idée qui est très vieille, hein. En fait, dans mon premier job, il y a de cela trop d'années, 25 ans, à la montée, allez, 27 ans. J'ai travaillé pour une structure, donc c'était une margarinerie, hein, voilà, donc c'est le groupe José Ayotte, hein, donc c'est la margarinerie. Et la margarinerie, elle avait une vraie difficulté, et on m'a proposé le challenge, on va dire, d'aider la margarinerie à sortir de cette ornière. Et j'ai eu la bonne idée de créer une gamme de produits complémentaires en importation. Et parmi cette gamme de produits complémentaires, il y avait des chocolats notamment. Donc tout ce qui est effectivement chocolat, coco râpé, raisin sec, tout ce qu'il faut pour les boulangers pâtissiers. Voilà. Maintenant, la gamme de chocolat ne fonctionnait pas du tout. Et le patron de DGF, qui était mon partenaire en métropole, ne comprenait pas que les chocolats ne se vendaient pas du tout. Et le constat, c'était qu'en Martinique, il n'y avait aucun chocolatier ni de pâtissier travaillant le chocolat. Et quand j'ai quitté la margarinerie, je me suis dit, c'est quand même assez extraordinaire de voir qu'en Martinique, il n'y a pas de chocolatier ni de pâtissier expert en chocolat. Donc, l'idée est restée comme ça en tête. Et en changeant de boîte, on m'a confié dans le groupe des Pointes un beau portefeuille, qui est le portefeuille du groupe Mars, M&M, Snickers, Mars, voilà. Voilà. Je suis resté dans l'univers du chocolat, en fait. Voilà. Et puis, au fil des années, je me suis dit, écoute, chocolat d'un côté, d'importation, saveur locale, fabrication locale, tout ça n'a fait qu'un micmac au bout de 10 ans. Et là, je me suis dit, écoute, vas-y, lance ton activité. Et j'ai dit, lançons des chocolats aux saveurs de la Martinique. Alors, l'idée avec mon frère, on a commencé à ouvrir les placards de maman, de grand-mère, de mamie, voir ce qu'il y avait dedans. Et puis aller dans le jardin. Voilà. Donc, dans les jardins, mais il y a quoi? Il y a des manguiers. Bon, c'est la saison en plus. Donc, il y avait effectivement des manguiers. Il y avait toutes sortes de produits, la goyave, le basilic, la citronnelle, les produits que l'on trouve chez nous habituellement. Donc, on a commencé à faire nos gammes de produits comme ça. Et puis je dirais, depuis environ un peu plus de 10 ans maintenant, notre nouveau challenge, c'est de se dire que, OK, on a la matière première sur les intérieurs de nos chocolats, mais on n'a pas la matière première sur l'extérieur, c'est-à-dire le cacao même. Donc, depuis à peu près un peu moins de 10 ans, on s'est donné on s'est mis le challenge de la relance de la filière cacao en Martinique. C'est-à-dire que faisons de la Martinique une terre de cacao. La Martinique étant terre de cacao depuis longtemps, hein, c'est redonner cette lettre de noblesse, donc retrouver les cacaoyers, les beaux et les bons arbres pour pouvoir relancer cette filière. Cette filière, aujourd'hui, elle commence, je dirais, à se relancer, et vraiment, on aura, j'espère, vraiment dans les années, dans les proches années, hein, les projets, j'espère 4, 5, 6 ans, du cacao vraiment d'excellence et en permanence, voilà, c'est surtout ça, et en permanence, pour pouvoir sortir, je dirais, un chocolat de très belle qualité. Donc, on le fait aujourd'hui déjà un petit peu, mais pas de façon stabilisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cacao que vous utilisez ne vient donc essentiellement pas de Martinique, malheureusement. Est-ce que tu peux nous en donner les origines? Oui, alors, on travaille principalement sur Équateur, qui est vraiment l'origine que nous privilégions en ce moment. Okay. Donc, tous nos chocolats sont enrobés d'un chocolat à 64% qui est origine Équateur. On travaille beaucoup Saint-Domingue, parce qu'effectivement, Saint-Domingue, c'est une vraie explosion aussi de saveurs en bouche. On trouve ce produit assez extraordinaire. Donc, les deux grosses origines sont celles-ci. On travaille un peu du Cuba aussi.
Cuba Ok. qui a aussi fait un travail colossal dessus. Haïti est une origine sur laquelle on se bat pour essayer d'en avoir de façon régulière. Et puis, mon nouveau challenge sera d'en avoir régulièrement de Trinidad. Voilà. D'accord. Tu Mais parlais. Oui. on a quelques recettes aussi où on trouve, je dirais, de très bons blends africains, mais c'est pas vraiment, je dirais, cette variété que l'on travaille et que l'on met en avant. Alors, tu parlais tout à l'heure de relancer la filière cacao en Martinique. On sait que celle-ci est un peu tombée à l'oubli, tout simplement parce que le cacaoyer est une plante assez sensible, euh, notamment en termes de maladies, et qui ne tient pas forcément en cas d'ouragan, chose qu'il y a régulièrement malheureusement aux Antilles. Comment vois-tu résoudre ce problème pour relancer cette filière, justement pour pas que ces nouveaux plans de cacao qu'on met en place périssent de la même manière qu'à l'époque? Alors, euh, premièrement, effectivement, le cacao, il a eu en Martinique une maladie qu'il a secouée et qu'il a décimée, qui était, je dirais, l'une des causes essentielles de l'abandon progressif de cette culture. C'est vrai qu'on était sur une cacaoculture assez intensive en Martinique, un petit peu dans l'esprit de ce qu'il y avait à l'époque sur la canne à sucre. Ben, à l'époque, effectivement, je dirais de la révolution sucrière, il fallait avoir du sucre en très grande quantité. Donc, pareil pour le cacao. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'on va intégrer le cacao dans une culture, dans les jardins créoles, Ishali. Voilà, on fait dans tous les jardins, on va remettre voilà, un petit peu de cacao, sans D'accord. en mettre, je dirais, forcément sur plusieurs centaines d'hectares Mhm. d'un coup. Mais si on arrive effectivement à faire des plantations où il y a 2, 3, 4 hectares de façon régulière, eh bien, on arrivera à avoir effectivement, je dirais, progressivement en Martinique, via une agriculture raisonnée dans le cacao, on arrivera à avoir des quantités intéressantes. Alors, sur la question du cyclone, mais figure-toi qu'il tient quand même relativement bien le cacaoyer avec le vent. Il ne se couche pas aussi vite que la banane. Et puis l'avantage que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, les plaines sont occupées par la canne à sucre, Oui. les morts sont occupés par la banane. Donc, ce sont les deux premiers endroits qui souffrent en fait des coups de vent. Aujourd'hui, les cacaoyers sont dans les fonds. Mhm. Donc, vraiment dans les endroits qui sont vraiment vachement protégés des vents. Et notamment, on en trouve beaucoup sur toute la côte Caraïbe, donc à l'abri des pitons et de la montagne pelée, ce qui fait que bon, ben, les coups de vent les protègent énormément aujourd'hui. D'accord. Alors, on a finalement Géry Gitani qui vient de nous rejoindre et qui sera là dans quelques secondes. Voilà. Bonjour Géry, ça va? Salut, bonjour tout le monde, bonjour Thierry. Salut Géry, quel bonheur de te voir. Merci. Donc voilà, on a commencé sans toi, hein, donc, On va continuer. Hein, oui, et donc, alors justement, on a quelques questions dans les commentaires qui reviennent par rapport à ce que tu nous expliques. Par exemple, on nous demande si un agriculteur peut vivre comment dire, de la culture du cacao sans subvention. Ah, on voit qu'il est là figé. Ah, ça va? Thierry, tu nous entends? Moi, je vous entends, oui, c'est pas mon arrivée. De la Il a culture figé. du cacao. Est-ce que tu nous entends? Oui, c'est bon, je te vois, Benoît, Oui, et je t'entends aussi. d'accord. Donc je disais, est-ce qu'un agriculteur peut vivre de la culture du cacao sans subvention? Alors, j'ai pas entendu la question, mais ce que j'ai entendu, est-ce que je pensais de la culture du cacao sans subvention, c'est ça? C'est ça. Ah, ok, d'accord. Alors, aujourd'hui, moi, c'est ma position, hein. Euh, il nous faut arriver à monter un business model autour du cacao où on arrive à vivre d'un minimum de subventions. Euh,
C'est parce que les subventions sont arrivées qu'aujourd'hui le monde agricole se réveille autour du cacao. Le cacao aujourd'hui, je dirais, a un cours coté en bourse aux alentours de 3 euros. 3 euros le kilo, qui est un cours qui est très bas. Très bas parce que c'est une culture qui a été essentiellement faite dans des pays où on arrive à doper les sols facilement, où on arrive à faire travailler les enfants sans scrupules. Donc 3 euros le kilo, allez, il n'y a pas de souci. Ouais. Si on veut faire un cacao intelligent aux Antilles françaises, un cacao intelligent en France, donc j'inclus tout de suite la Réunion en disant en France, et surtout demain, un cacao intelligent pour la terre entière, donc pour les Haïtiens, pour les Dominicains, pour les Africains, il faudra accepter que le cours du cacao soit multiplié par 5. Quand je dis multiplié par 5, ce n'est pas une hérésie. Aujourd'hui, nous achetons, Frérosé, on achète le cacao martiniquais entre 15 et 20 euros le kilo. Ça nous permet effectivement d'aider à la relance et puis de se projeter vers effectivement un cacao durable. Donc, c'est vrai qu'en achetant à ce prix-là, le revers de la médaille que nous avons eu, c'est que les agriculteurs ont dit « Ah ben si l'OSEA achète à 20 euros, tout le monde peut devenir chocolatier et tout le monde veut devenir chocolatier en plantant son cacao en direct. » Donc, il y a un vrai risque dessus. Mais bon, c'est pas grave. Nous, on y va parce qu'on croit à un cacao à cette valeur marchande pour pouvoir faire un produit de qualité, un produit français, un produit d'excellence. Ok. Alors justement, tu dis que le prix en question aujourd'hui est notamment dû aux conditions de travail de certains cultivateurs. On nous demande si vous avez la possibilité de travailler du chocolat fair trade, donc éthique. Aujourd'hui, le cacao fait en Martinique, il est éthique. On ne communique pas dessus en ce sens, mais en achetant du cacao à 15-20 euros le kilo, on en fait tout de suite un cacao éthique parce que ça nous permet effectivement de vérifier plusieurs choses. Un, il n'y a aucun intrant additionnel, donc on ne dope pas la terre, on ne dope pas l'agriculture. Voilà. Ensuite, il n'y a pas d'enfants qui travaillent, c'est facile, hein, on est français, donc il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans nos champs. Et puis surtout, à ce prix-là, les agriculteurs, ils s'en sortent. Donc le cacao martiniquais, non, et du coup, je me mouille, le cacao français est un cacao éthique tout de suite. Alors, pas la peine effectivement de mettre de grosses affiches dessus éthiques et en plus bio, puisque on n'utilise pas d'intrants additionnels. Alors oui, on va brandir tout de suite, oui, mais les terres sont contaminées pour certaines au chlordécone. La molécule de chlordécone ne monte pas dans les cacaoyers. C'est-à-dire, aujourd'hui, le cacaoyer est suffisamment haut pour qu'on ne trouve pas de traces, effectivement, de chlordécone dans les produits récoltés. D'accord. Alors, justement, ça amène à ma question suivante. On nous demande s'il existe des variétés de cacao autochtones aux Antilles. Alors, il y a une variété qu'on appelle l'amélonade créole de Martinique, qui est une variété qui avait été répertoriée par le père là-bas à l'époque. Donc, je dis que la Martinique est sans doute le seul cacao au monde où c'est marqué amélonade créole de Martinique. Comment le créole de Martinique, c'est l'une des, on va dire, la variété autochtone de Martinique. Maintenant, cette variété, ce n'est pas la Rolls-Royce des cacaos. C'est-à-dire, ce n'est pas un Trinitario ou un Criollo. Alors, le Trinitario, c'est une variété hybride entre le Forastero, qui est la variété la plus basique. L'amélonade créole de Martinique est un Forastero. Donc, le Forastero s'hybride très facilement
avec un Criollo. Le Criollo, lui, par contre, c'est la variété la plus top, 4% de la production mondiale, donc vraiment très très petite production mondiale, une variété qui est très aromatique par contre, très aromatique mais pas abondante. Et en s'hybridant les deux, ils donnent ce qu'on appelle des Trinitario, qui est une variété aussi que l'on trouve à hauteur de 20% de la production mondiale. Et c'est une variété qui est bien, elle est aromatique, elle est pas mal, quoi. Il y a des choses assez, on va dire assez top, quoi, hein, en termes d'hybridation. Alors, justement, ça va nous amener au sujet finalement qui nous réunit ici aujourd'hui, parce qu'on est quand même sur la confrérie du rhum, et on va parler rhum également, puisque c'est un produit avec lequel tu travailles également beaucoup, enfin vous travaillez également beaucoup dans la création de vos chocolats, puis à côté aussi parce que vous avez vos propres liqueurs, mais vous faites également des pairings rhum-chocolat. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est-à-dire comment est-ce qu'on organise un pairing rhum-chocolat, par exemple? Quelqu'un qui n'y connaît rien, qui souhaite faire ça chez soi, il fait comment? Alors déjà, je vais te parler de l'histoire de ce pairing parce qu'il est assez marrant. La Confédération des chocolatiers de France, chaque année, organise un congrès. Et je me retrouve à un congrès en Alsace où il y a une association Gewürztraminer avec des chocolats. Et là, on tombe sur un truc qui est assez... je vis une expérience extraordinaire. Je dis vraiment, je devrais pouvoir développer un concept dans l'esprit, cet esprit-là en Martinique. L'année d'après, on se retrouve au même congrès, mais là à Bordeaux. Et à la Cité mondiale des vins, on nous fait une formation autour des vins. Et là, je dis que ça me booste 2 fois plus. Je rentre et j'appelle mes amis de HSE, puisque Cyril Lawson, je le connais de très longue date. Et je dis à Cyril, j'ai envie de faire un pairing rhum et chocolat. C'est de là effectivement que cette idée-là naît. Et on se met à travailler autour de ce fantastique programme. D'abord autour de 4 rhums et après on décline pour aller aujourd'hui autour d'une dizaine de rhums, même si aujourd'hui je sais que sur ce pairing-là, il y en a vraiment, on va dire, 6 qui sont carrément wow, quoi. Okay. Vraiment des choses qui sont wow, voilà. À mon sens, hein, il y a des choses peut-être que je trouve pas wow, mais que d'autres vont trouver wow, mais bon, on va dire que les goûts ne se discutent pas, mais il y a des choses qui sont assez marquées sur ce que nous faisons. Alors, comment faire un pairing? Alors, le pairing, ça se travaille, parce que vraiment, pour pouvoir faire ce pairing rhum et chocolat, il a vraiment fallu le travailler, et on le travaille encore. Parce que le constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, c'est un produit que je vends énormément, vraiment énormément aux touristes. C'est-à-dire que sous la haute saison touristique, je vends par mois facilement une 50aine de pairings, quoi. Donc c'est quand même pas mal. Le constat que je fais, c'est que en distillerie, les touristes ne sont pas formés à la dégustation du rhum. On leur donne des rhums à déguster, mais on ne leur apprend pas à déguster le rhum. Mmh. Et heureusement, quand j'étais à Bordeaux, on m'a appris à déguster le rhum du coup et le vin avec le système VOG, hein, donc visuel, olfactif, gustatif. Et ce système VOG, je le propose aux touristes et ils sont toujours assez surpris d'en apprendre plus sur la méthode de dégustation chez un chocolatier que lorsqu'ils vont en distillerie. Même si aujourd'hui, je n'ai pas du tout, je dirais, la finesse d'un palais, d'un maître de chai qui, je dirais, j'ai tout à apprendre. Hein. En tout cas, sur la méthode de dégustation, les touristes sont toujours assez surpris de voir qu'on leur en apprend pas mal.
Sur la dégustation, comment on procède, ben, c'est toujours simple. Aujourd'hui, l'approche est de faire découvrir euh, enfin, 4 rhums, on va dire. 4 rhums, 3 chocolats et une pâte de fruits. Et ensuite, le mariage de ces 2 produits ensemble. Donc, on va dire qu'on a 4 couples de produits que l'on fait déguster. Et ces 4 couples constituent un mariage. Et chaque mariage est une histoire. Donc, il y a des mariages heureux, des mariages tumultueux, des mariages dominants-dominés. Enfin, il y a toutes sortes je dirais, de rapports que l'on trouve dans ces pairings. Et l'idée, c'est de trouver. Dans tes mariages, Pardon, Eric? il n'y a pas de divorce dans tes mariages, ça tient. On évite les divorces. Il y a des mariages tumultueux, c'est-à-dire que ça chauffe entre eux, hein, mais ça chauffe toujours de façon agréable. Les mots sont toujours doux. Ils peuvent être rudes, mais voilà, ils se les échangent de façon intense, mais ça reste doux. Et c'est vraiment cette idée. Alors, après, nous, ce qu'on évite dans les pairings, c'est d'être trop technique, aller chercher des goûts de réglisse poussés élevés sur les pentes des Alpes en ensoleillement réduit. Bon, on évite parce que ça crée une frustration pas possible, mais les gens, ils se disent j'aime ou j'aime pas. On travaille beaucoup sous l'émotion. Ça me rappelle telle chose. Ok, c'est bon, c'est agréable. Enfin, restons sur des choses, je dirais, très simples qui permettent effectivement de faire apprécier les rhums. Et du coup, effectivement, bon, par exemple, avec HSE, parce que nous travaillons uniquement le pairing avec les rhums HSE, aujourd'hui, les finitions du monde sont des finitions que nous faisons découvrir au travers de ce pairing. Voilà. Ah. Il a disparu, Thierry. Il a eu un problème de connexion, mais bon, il va revenir, ne t'inquiète pas. Alors justement, tu nous parles des finitions du monde. On a récemment entendu Cyril qui nous disait donc il avait 2 nouvelles finitions qui sortaient. D'un côté, une finition avec les whisky roselières, donc whisky français, et de l'autre côté, une autre finition avec les whisky tourbés Kilchoman. T'es-tu déjà penché sur la question en termes de pairing, de ce que tu allais pouvoir mettre en rapport avec ces 2 finitions-là? Alors, nous avons travaillé déjà les 2 finitions, mais c'était le Hailey. Ouais. On a le Hailey qui est aujourd'hui travaillé en finition, et puis la deuxième finition whisky qui est elle m'échappe là d'un coup. C'était le Highland. Oui, voilà, le Highland. Donc, on a le Highland et le Hailey. On a ces 2 finitions-là aujourd'hui, ce sont 2 finitions que nous travaillons déjà. Et les 2 nouvelles, on n'a pas encore eu le temps de se pencher dessus. Donc, je pense qu'effectivement, dès que le confinement sera levé, donc à partir du 11, on va pouvoir se faire de nouveaux plaisirs. Et c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment l'idée à faire là très salut Jerry de retour. Et c'est vraiment l'idée vraiment est de se dire que sur ces nouvelles finitions, on va chercher le produit. Alors cette quête de produit, c'est toujours, je dirais, c'est toujours un travail extraordinaire parce que on va dire que il faut trouver le bon produit qui va se marier. Donc, ou bien trouver la bonne émotion. Parce qu'on va dire que, je vois par exemple avec le Hailey. Le Hailey, c'est vraiment un exemple qui est super génial. Parce que le Hailey, c'est un produit qui est vachement tourbé. Enfin, ce côté fumé, c'est un côté que, on va dire que les gens... Une petite coupure à nouveau. Décidément, c'est à chaque fois que tu reviens, Jerry. J'ai fait peur. Surtout la effectivement. Ouais, là, ça revient. Féminine, mais les femmes détestent ce côté fumé qu'il y a des femmes n'aiment pas du tout. On est arrivé à leur faire apprécier
la relation Hailey avec le chocolat au schrob, qui est le chocolat avec lequel on fait le pairing. Alors, si je vous dis ce qui se passe avec ce produit, c'est ça qui est extraordinaire. Le chocolat au schrob nettoie le côté fumé. C'est-à-dire que l'agrume fait le ménage. Ok. Quoi. Et, voilà. Et comme je suis un taquin, très souvent ils viennent en couple. Donc je dis, imaginez ce couple, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un rhum avec un côté fumé, ça fait quand même un petit côté, on va dire, dégueulasse, quoi. C'est le mec qui arrive et qui lâche ses chaussettes au milieu du salon. Et puis le côté agrume, c'est la femme qui passe derrière, qui ramasse les chaussettes et qui balance les chaussettes un petit peu nerveuse. Et elle a raison. Voilà. L'orange, le côté schrob, c'est ça. Le schrob arrive et enlève ce côté fumé et redonne au chocolat un côté beaucoup plus agréable pour ceux qui n'aiment pas le côté fumé, bien sûr. Alors, on sait qu'aujourd'hui, vous... Et avec ton chocolat, et avec ton chocolat au piment, on a des confrères qui demandent qu'est-ce que tu associerais avec le côté piquant du chocolat pimenté, ton chocolat n'est pas trop piquant. Hein. Il faut dire que le piment est assez subtil. Alors, avec le chocolat au piment, puisque le chocolat au piment, c'est sans doute le chocolat que j'affectionne le plus. J'ai une faiblesse pour ce chocolat. Ce chocolat, on l'associe avec le Sauternes Finish. D'accord. Voilà. Et c'est un mariage qui est assez extraordinaire parce que lorsque l'on associe les deux, on a quand même un Sauternes qui est un Sauternes Finish où c'est un produit qui est assez discret. Quoi. On n'est pas comme le Hailey avec des goûts marqués. C'est assez, on va dire que c'est assez subtil comme approche le Sauternes Finish. Et bien, lorsqu'on l'associe avec le piment, on a vraiment, je dirais, tout ce côté arôme du Sauternes Finish qui remonte avec une plus forte intensité en bouche. Ça chauffe vraiment en bouche avec le piment et le Sauternes Finish. Alors, tu nous expliquais qu'aujourd'hui, tu travailles essentiellement avec les rhums HSE. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres distilleries qui vous auraient sollicité jusqu'à présent? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que bon, j'ai... allez, je peux être mal à l'aise devant tout le monde, c'est pas grave. C'est vrai que j'ai une vraie fidélité à la marque HSE sur cette expérience de bonbons de chocolat, et de rhum, parce que j'ai trouvé à mes côtés une équipe entre Cyril et Sébastien, en tous les cas, qui ont eu l'approche gastronomique sur les deux produits. L'idée, ce n'était pas de faire, je dirais, de faire du chocolat un esclave du rhum, ni de faire du rhum un esclave du chocolat, mais de voir comment on pouvait sublimer les deux produits. Et on y a vraiment travaillé avec beaucoup d'intensité. Les autres approches que nous avons eues avec deux autres, que je ne vais pas nommer, c'était effectivement de voir comment le chocolat pouvait habiller le rhum. Et c'est peut-être pas vraiment ma démarche. Donc, aujourd'hui, je suis prêt à réfléchir à ces démarches. On arrive à bien expliquer le rhum, à bien expliquer le chocolat et à voir comment on marie les deux sans qu'il y en ait un qui écrase l'autre. Voilà. Et c'est vraiment ça la recherche de ce pairing. On va voir comment on arrive à faire en sorte que les deux se subliment. Et aujourd'hui, je suis un ambassadeur de HSE parce que lorsque je vais effectivement partout présenter mes produits, j'étais à Marseille, un salon de l'épicerie fine, je montrais mes chocolats et dans ma dégustation, je mettais aussi une bouteille de HSE et je faisais goûter. Les gens disaient c'est extraordinaire comme mariage et du coup,
ça permettait de booster le rhum, de faire connaître le rhum et le faire apprécier sous une autre forme, dans un autre cadre. Et parce que le chocolat, on va dire, c'est une dégustation qui est universelle aujourd'hui, le chocolat. Alors, on a Grégory Duval qui pose des questions également et qui nous demande si vous aviez éventuellement imaginé de créer un chocolat pour représenter chacune des distilleries de l'île. Je ne sais pas, peut-être sous forme de box. Effectivement, c'est un travail que nous... on ne l'avait pas envisagé tout de suite, mais on peut le faire. C'est un travail effectivement que je souhaite faire avec... Si on le fait avec vraiment chaque maître de chai, je ne veux pas que ce soit du marketing, quoi. Par exemple, du genre, on met du rhum dans de la tablette. Il y a une grande marque qui le fait. Bon, je trouve que ça ne valorise ni le chocolat ni la marque. Surtout que je dis que c'est un produit qui est vachement instable. Si on veut faire grandir nos produits dans la gastronomie, dans l'élégance, oui, il faut qu'on travaille, je dirais, ensemble des recettes et voir comment, je dirais, on pousse un peu plus. Alors, aujourd'hui, par exemple, HSE, et je reparle d'HSE, qui sont vraiment dans cette dynamique, ils ont planté une petite cacaoyère. Donc, demain, on pourra effectivement travailler sans doute du cacao de HSE pour pouvoir faire, je dirais, encore un autre travail autour du cacao et du rhum. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de voir comment on arrive à être complémentaires entre les artisans chocolatiers que nous sommes et les artistes des chais que nous avons en face. Effectivement, il faut reconnaître que le travail qui est fait sur le rhum en Martinique, et enfin, pas qu'en Martinique, en tout cas en Martinique, ce que je sais, c'est extraordinaire et j'en suis fier aujourd'hui de ce travail. Une question, sans parler de marque, j'avais trouvé au Canada une box de chocolat qui associe à différents types de vins. Alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que tu puisses faire la même chose? Par exemple, un chocolat qui va avec le rhum blanc, un chocolat qui va avec le rhum élevé sous bois, un chocolat qui va avec un très vieux rhum ou un vieux rhum, tu vois, sans que ce soit avec une marque bien précise. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé ou qui n'a pas d'intérêt pour toi? Non, c'est quelque chose qui, je dirais, qui mérite qu'on aille plus loin. C'est-à-dire que, comment t'expliquer, les rhums, alors sauf si on travaille sur des XO, mais ou bien même effectivement des VSOP. Bon, c'est-à-dire que je trouve que les maîtres de chef font un travail de constance, et chaque marque en fait, hein, ils ont un travail de constance sur leur goût. Ils travaillent à l'équilibre de la signature de la maison et il y a un risque de noyer ce travail en se disant que bon, je fais ce chocolat-là qui va s'associer avec un XO et n'importe quel XO, quoi. Je pense que chaque maison a sa signature. On pourrait se dire, bon, avec chaque maison, écoutez, choisissez un rhum qui est assez stable pour vous et on développe une recette qui aussi pour nous est stable. Et là, on met les deux produits et on le fait effectivement sur toutes les maisons et on sort, je dirais, quelque chose, un super coffret. Et la raison, j'ai dit, ouais, ouais. L'idée, c'est de se dire on a une recette sur un chocolat et un travail d'assemblage sur un rhum qui est constant. Oui, ça peut effectivement être, je dirais, un très beau mariage pour la Martinique. Beaucoup plus pointu, quoi, en fait. Plus pointu. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être technique. Les gros, les ibons comme ça, ouais, on va fonctionner avec ça comme ça. Non, il faut sortir, ouais. Il faut sortir de cette approche. Mieux vaut être, je dirais, fin, parce que le rhum de Martinique est un produit qui est fin. Alors, on nous demande justement si on peut s'imaginer une association entre du rhum blanc, pardon,
et du chocolat, ou si c'est forcément qu'avec du rhum vieux? Non, c'est faisable. Je trouve que le rhum blanc écrase le chocolat. De manière générale. Ça écrase. C'est figé à nouveau. C'est le rhum blanc qui l'a figé. Le rhum blanc l'a figé. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Thierry. Je pense qu'il y a des associations rhum blanc, chocolat qui sont très très bien. Il y a, ça manque de, ouais, sans doute, mais je veux me laisser convaincre, hein, et on peut aller effectivement chercher des choses. Excuse-moi. Je trouve que avec le... Est-ce que tu peux répéter parce que ton écran a figé, on n'a pas compris tout ce que tu as dit. Oui, je disais que je veux me laisser convaincre par l'association rhum blanc et chocolat. Je reconnais qu'il y a récemment sont sortis des rhums blancs assez originaux, des parcellaires, des produits de chez La Favorite comme je crois la Digue. Enfin, il y a des produits des rhums blancs qui aujourd'hui apportent une nouvelle complexité aromatique et ça vaut la peine effectivement de travailler. Maintenant, avec le rhum blanc, nous on a plutôt fait l'option de travailler le rhum blanc avec la pâte de fruits et le succès est pas mal aussi. On a, je dirais, une diffusion de saveurs qui est très subtile avec la pâte de fruits, parce que nos pâtes de fruits sont très lourdes en fruits, donc l'échange aromatique entre le rhum et la pâte de fruits prend beaucoup de sens sur la dégustation. Oui, il y a ce fameux tiponche déstructuré avec la pâte de fruits citron et le rhum blanc qui est très très bien. Aujourd'hui, au lieu de faire avec la pâte de fruits citron, on fait la pâte de fruits gingembre. Gingembre. Donc, ça donne encore une autre approche et ça permet effectivement de découvrir le rhum blanc de façon différente. Alors, soit en dégustation pâte de fruits en mode canard, quoi, on fait un canard, ou bien on laisse la pâte de fruits, je dirais, dans le rhum et les échanges très subtils entre les deux produits font qu'on a effectivement une autre façon d'aborder la dégustation du rhum blanc. Alors, une autre question qui nous est parvenue tout à l'heure, c'est toi, alors je pense que tu nous as déjà donné une bribe d'informations, mais ton coup de cœur parmi tous vos produits. Alors, mon coup de cœur, mon chocolat, c'est le piment. Oui. Maintenant, je trouve que de façon absolue, la dégustation, donc le pairing XO de chez HSE et le chocolat Grand Cru Cuba que nous avons, c'est une vraie merveille. C'est un vrai orgasme. Non, je dis, non mais Géry, c'est trop bon, quoi, ce truc, c'est vrai. On a un produit, parce que je trouve que le XO, il y a une recherche. Alors, à la dégustation, ce que je trouve sur le XO, c'est que la robe du XO du XO HSE est une belle robe. C'est vrai que la couleur est agréable. À l'odeur, on a un développement aromatique au nez qui est vraiment qui est très sympathique. À aucun moment il y a une note alcoolique qui est envahissante. Et par contre, effectivement, lorsqu'on met le produit en bouche, toute cette douceur olfactive, on ne la retrouve pas parce que le premier coup que l'on a, le pensée, c'est l'alcool, on a l'impression qu'il arrive d'un coup là sur le XO, et puis ensuite, ça libère les arômes. Donc, on a un produit qui est surprenant à la dégustation, et lorsqu'on ajoute en mariage le Grand Cru de Cuba que nous avons, on a une espèce de rondeur dans le palais,
on a quelque chose qui est carrément wow. Alors, je parle beaucoup, je dirais, d'émotion, parce que notre dégustation, elle se veut d'abord dans l'émotion, pas dans la recherche de goût complexe, mais c'est vraiment ça. Et je trouve que le pairing XO et Grand Cru de Cuba apporte quelque chose de vraiment sensuel. Ouais. Alors, pour quelqu'un qui maintenant, comment est-ce qu'on fait, je veux dire, techniquement, pour déguster un rhum et un chocolat? D'abord le chocolat et puis le rhum, d'abord le rhum et puis le chocolat, les deux en même temps. Selon toi, qu'est-ce qui est la bonne technique à adopter? La bonne technique. Alors, nous, comment on procède? L'idée, c'est de faire découvrir d'un côté le rhum, d'un autre côté le chocolat, et d'un troisième côté le mariage des deux. Donc, pour nous, chaque produit a son univers. Donc, les gens, on fait déguster le rhum. Donc, on commence par effectivement de prendre le rhum, le visuel, l'olfactif, le gustatif, machin, on fait tous nos commentaires. Le produit, il est rangé. Ensuite, on va goûter le chocolat qu'on va associer par la suite. Donc, on prend le chocolat, on le met en bouche, voilà, on commente. Pareil, comme on fait sur le rhum. La dégustation du chocolat est un peu moins complexe que celle du rhum. Et puis, quand on a effectivement fini de faire les deux, eh ben, là, on fait le pairing. Le pairing, c'est quoi? Ben, on remet un peu de rhum en bouche pour on va dire, ben, remettre le palais au goût du rhum. Ensuite, on prend le chocolat, on croque, on va dire, la moitié du chocolat. Et pendant que le chocolat est en train de fondre, et juste avant qu'il est entièrement fondu, on remet un trait de rhum dessus. Et c'est au moment où on met le trait de rhum dessus que là, on est dans l'analyse tout de suite des différentes émotions ou des différentes sensations. Voilà. Et ça peut être effectivement fugace, ça peut être long, ça peut être intense. Vraiment, c'est une vraie relation d'amour. C'est vous regardez effectivement tout ce qui se passe à ce moment-là. Et de pouvoir effectivement à un moment le laisser revenir, le noter. Et il se passe toujours, sous les choix qu'on a fait, il se passe toujours quelque chose. Toujours, il y a une émotion. C'était vraiment très rare de voir des gens qui disent non, je vois aucune différence. Il y a toujours quelque chose qui se passe parce que l'alchimie ou la chimie y sont. Alors, on a une question d'un confrère qui demande est-ce qu'il est envisageable, je lis sa question, de faire macérer un lingot de chocolat dans un fût de rhum. Alors, quand il dit lingot, je pense que c'est plus un bâton de cacao. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, un petit peu ce que l'on fait, la liqueur cacao, c'est quoi? Ce sont des fèves. Nous, notre liqueur de cacao, ce sont des fèves de cacao que l'on fait macérer dans du rhum. On pourrait effectivement remplacer les fèves que nous avons par du gros cacao, par des bâtons de cacao. Ça fait effectivement la même chose. À part, je pense qu'effectivement, comme le bâton de cacao, il est assez compact, peut-être que ça va prendre un peu plus de temps en absorption, mais non, pas forcément. Donc, oui, ça c'est tout à fait envisageable, vu que c'est ce que l'on fait déjà aujourd'hui sur l'ICAO. L'ICAO fait une macération de fèves de cacao avec un rhum blanc. Alors, on a Olivier Scars qui nous pose pas mal de questions depuis tout à l'heure. Et là, il demande si, selon toi, il pourrait être intéressant de faire un pairing de terroir. J'explique. Si on pouvait s'imaginer justement combiner un cacao cubain avec un rhum cubain, un cacao martiniquais avec un rhum martiniquais, etc. Alors, restez là 3 secondes. Voilà. Puisque j'ai reçu ça de mes amis de Trinidad. D'accord. Voilà. Bon, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, hein, mais ils m'ont demandé de mener une réflexion pour eux et avec eux sur des fèves de très grande qualité qu'ils ont avec leur White Hawk
Donc, bon, je vais mener la réflexion, hein. On va faire des choses, mais c'est vrai que oui, on peut effectivement travailler des associations de tiroirs, puisque bon, comme c'est ce que l'on fait déjà en Martinique, oui, on peut le pousser sur d'autres territoires, oui, bien sûr. Et le chocolat, le cacao de Trinidad, c'est celui de Guyane ou... Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Alors, c'est une amie que j'ai qui m'a rapporté cela. C'est pas du tout celui Dove, c'est ça, Dove. Oui, ok. Oui, non, non, c'est pas, ce n'est pas le sien, mais effectivement, le sien, c'est une belle valeur refuge. Donc, lorsque j'irai à Trinidad, je vais pouvoir me tourner vers lui pour avoir effectivement sa récolte, quoi. Alors, selon toi, quel mariage est le plus intéressant pour un pairing, justement? Des mariages opposés, similaires ou complémentaires? Gustativement. Alors, je trouve que le mariage par exemple, du XO, qui est... alors, le mariage avec le XO, par exemple, qui est un mariage qui était surprenant parce que nous avons associé deux produits qui avaient quand même un très fort caractère. Le XO, c'est comme la signature de la maison HSE, donc c'est un XO qui a du caractère. On le voit à la dégustation. Et le chocolat Grand Cru que nous avons de Cuba, c'est également un chocolat qui a du caractère. C'est 70% de cacao, avec des arômes qui sont très marqués. Mais quand on met les deux ensemble, on aurait pensé à un moment ou à un autre qu'il y aurait eu la domination de l'un par l'autre. Au contraire, c'est un mariage qui est une vraie volupté, quoi. C'est rond en bouche, c'est bon, on a envie de recommencer sans fin, quoi. Donc, je dis qu'il n'y a pas d'absolu sur les choix. Je pense que de toutes les façons, comme ça, a priori, je dirais que sur les dégustations rhum et chocolat, sans doute faudra associer des produits qui ont tous les deux du caractère. Même si je vois effectivement le piment qui est un produit qui est relativement traite. Quand je fais la dégustation du chocolat piment, je dis attention, le piment c'est un être qui est traite parce qu'il attaque toujours par derrière et pas tout de suite. C'est vrai que quand on déguste le chocolat au piment, on ne prend pas forcément le goût de piment et puis d'un coup, gentiment, ça vient de derrière la langue et ça picote. Là, sur la dégustation avec le Sauternes Finish, on a le même effet. On a l'effet effectivement comment dire, quand on les marie tous les deux, le Sauternes Finish n'a pas un goût de Sauternes. On s'attend à avoir un goût de sucre, enfin quelque chose. Les gens, quand on parle de Sauternes Finish, ils ont l'impression que ce sera sucré en bouche, quoi, comme le Sauternes. Et bien là, effectivement, c'est pas la même chose. C'est complètement différent. Et derrière, le piment, qui est un révélateur de saveur, amplifie le goût du rhum. Et je dirais que c'est ce petit jeu-là que le piment apporte sur le rhum qui rend la dégustation agréable. Parce que le piment révèle le rhum sur ça. Je trouve ça très beau, quoi, lorsque le piment arrive à révéler un produit. Alors que sur le XO et le Cuba, deux tempéraments forts qui, je ne veux pas dire qu'ils s'annulent, mais ils créent une troisième sensation. Et là, à chaque fois, on a quelque chose de différent. Sur le Islay, pareil, le Islay, c'est le shrub qui nettoie le goût fumé. Sur le Highland, qu'on associe avec la cannelle, mais quand on fait les deux, on a le sentiment que la cannelle se transforme en un goût d'anis. Et ce sont ces différentes expériences que l'on cherche à faire découvrir. Et c'est là que les clients trouvent ça magnifique, quoi, finalement, parce que chaque dégustation apporte une émotion différente. Alors, j'imagine qu'il y a une grosse partie recherche dans la création de tous ces parfums que vous faites, qui sont quand même assez originaux.
Combien de temps est-ce qu'on met en moyenne pour établir une recette pour un nouveau chocolat? Alors, pour le nouveau chocolat, bon, pour nous, c'est assez rapide à faire un nouveau chocolat. Même si on peut avoir des surprises, mais il y a aujourd'hui, bon, au bout de 16 ans, on est assez rodé. Après, c'est l'intérêt gustatif qu'il y a. Parce que, bon, par exemple, on nous dit, ouais, faut sortir un chocolat au tamarin, parce que le tamarin, c'est une saveur qui est très rare. Et puis le tamarin, finalement, quand on l'associe avec le cacao prend le dessus à tout moment sous le tamarin. On n'arrive jamais à avoir le bon goût du tamarin dans le chocolat. Et on a des recettes qui peuvent être sans intérêt gustatif, tout en restant de très bonnes recettes. C'est de très bons chocolats, mais on n'a pas le goût du tamarin. Donc, est-ce que ça vaut le coup de le mettre sur le marché? Pour moi, non. D'autres le feraient, hein, mais chez Frère Lozéa, on préfère ne pas le faire. Donc faire des recettes aujourd'hui, c'est relativement rapide pour nous. Maintenant, c'est l'intérêt gustatif qu'il nous faut travailler. Alors, comment effectivement, alors est-ce qu'on est sur une ganache, est-ce qu'on travaille sur un praliné, est-ce qu'on fait plutôt des produits confits? C'est là effectivement que il peut avoir un travail de recherche qui est plus ou moins long. Après, sur le pairing des chocolats, pairing chocolat et rhum, on peut avoir des tombées piles, c'est-à-dire on goûte un rhum, on dit, tu vois ce rhum-là, il va se marier avec tel chocolat et ce sera d'enfer. Effectivement, on arrive à avoir le mariage déjà en bouche sans l'avoir fait. Et ça peut fonctionner en tombée pile. Et puis d'autres fois, on peut effectivement faire avoir 5 chocolats en dégustation avant de trouver le bon truc. C'est ce qui nous est arrivé sur le Highland. On n'a pas trouvé tout de suite le chocolat qui allait se marier avec ce produit. Jusqu'au moment où on a fait avec le Schrob, et là on a dit, mais attends, c'est marrant, avec le Schrob, le goût de fumée disparaît, c'est extraordinaire ça. Alors, dans vos recherches, justement, est-ce qu'il y a certaines combinaisons peut-être qui t'ont épaté plus que d'autres ou surprise? Sur les combinaisons de rhum et chocolat, tu veux dire? Non, vraiment dans la création du chocolat, dans les combinaisons entre le chocolat et les parfums. De la création de chocolat. Alors, oui, il y a une création de chocolat qui, même si je dirais que je n'en suis pas particulièrement fan, mais cette création-là m'avait absolument renversé. C'était quand on avait fait le chocolat au Colombo. Ah, oui. Parce qu'effectivement, le Colombo, qui est bon, on l'imagine tout de suite sur un ragoût de cochon ou dans un crabe, et pas forcément dans le chocolat. Eh bien, il y avait dans ce produit, il y a dans ce produit une vraie histoire, une vraie complexité et quelque chose, je dirais, qui reste toujours surprenant. Alors, c'est toujours, sur ce produit-là, c'est très simple. Hein. On l'avait présenté au concours du Club des croqueurs de chocolat. On avait eu sur ce produit 2 notes du genre 5, j'adore, 5 sur 5, j'adore, et du genre 1 sur 5, je n'aime pas du tout. Donc, on a eu 2 notes, 1 sur 5 et 5 sur 5, ce qui fait qu'en moyenne, on était sorti à 3 sur 5 sur ce produit, qui fait que, bon, ce n'est pas une super note, mais c'est un produit qui est très clivant. Alors, moi, je n'en étais pas forcément très fier, mais, enfin, très fan, mais j'en étais très fier, parce que de se dire qu'on arrive à faire un produit où on arrive à être aussi clivant, c'est assez rare, quoi. D'accord. Eh ben, en tout cas, Thierry, là, on approche à la fin de ce direct déjà. En tout cas, on te remercie d'avoir pris ton temps pour nous parler et pour répondre aux questions des confrères, en espérant te revoir bientôt, que ce soit sur un salon, lors d'une dégustation ou en Martinique. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de cette émission-là? Écoute, pour la fin de cette émission-là, souhaitez-moi que les gens soient
tellement stressés par le coronavirus qu'ils viennent acheter encore plus de chocolat. Alors, Thierry, on a une dernière, ultime question de notre ami Olivier Scars. Qu'est-ce que tu penses d'y associer en plus un cigare? Ah, alors oui, alors le cigare, ben voilà effectivement, je dirais, le trio parfait de Cuba, rhum, chocolat, cigare. Oui, alors je ne suis pas fumeur, il faudrait que j'apprenne à apprécier un cigare, l'apprécier avec du rhum et l'apprécier avec le chocolat, mais j'ai hâte de me lancer dans un pareil mariage. Ouais. J'ai vraiment envie d'essayer ça. On peut t'aider, hein. Benoît et moi, on peut t'aider là-dessus. Hein. On vient en Martinique, on fait un atelier. Eh bien, écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Ça va. Le rendez-vous est pris. On fait ça. Et super. Ça marche. Bon, en tout cas, merci Thierry d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci également aux gens qui nous ont suivis durant ce live, qui sera donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, disponible sur YouTube, soit ce soir, soit demain, enfin dans les prochaines heures. Et puis, merci Thierry. On se revoit demain avec Karine Lassalle. Oui, tout à fait. Donc des Roms JM, qui viendra nous parler de son joli métier dans le nord de la Martinique. Et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup et puis à la prochaine. Merci, à bientôt. Merci.